Vallon. Pour quiconque parvient à quitter la grève glacée et à s'enfoncer un peu sur les terres, Grand Vallon et ses remparts de pierre hérissés de pics de fer constituera vraisemblablement le premier point de chute civilisé digne de ce nom. La ville fut construite au IIIe siècle par une poignée de familles désireuses de se rassembler dans un lieu sûr, à l'abri des prédateurs et des rigueurs climatiques. Petit à petit, les bâtiments sont sortis du sol à mesure que la population augmenta, dessinant des rues tortueuses souvent pentues, flanquées de maisonnées aux toits plats, aménagées en terrasses sur lesquelles les citadins ont pris l'habitude d'entretenir des jardinets. Quelques monuments officiels ont été rapidement construits pour loger des institutions religieuses ou administratives. Dès le Ve siècle, la cité avait obtenu ses lettres de noblesse, agglomérant de plus en plus de familles désireuses de goûter le confort et la prospérité qu'elle offrait. Les artisans de la ville investirent les quartiers périphériques où régnait une activité fourmillante durant les heures diurnes. Les cheminées des nombreux ateliers crachaient le feu, projetant des nuages de fumée grise dans le ciel, où la nuit perlait les lueurs d'étoiles, comme un épais couvercle gazeux qui plafonnait le tumulte de la cité. Au cœur de la place centrale, sur laquelle débouchent les artères principales, les colonnes immenses d'un temple élevé à la gloire de Taros pointent vers les astres leurs coupoles métalliques semi-ouvertes, dans lesquelles rougeoient des feux patiemment entretenus par des gardiens en toges rouges et jaunes. Les promeneurs peuvent admirer les bas-reliefs finement sculptés qui mettent en scène des animaux mythiques devenus les mascottes emblématiques de la ville. Lorsque Pergos Ier réunifia les terres, l'administration de Grand Vallon fut confiée au chef d'une garnison militaire qui prit le contrôle, malgré les protestations des habitants. De nouveaux impôts furent imposés, destinés à mettre en œuvre de grands travaux visant à développer et moderniser la cité. L'essentiel des richesses était produite par la Compagnie de l'Écume, qui disposait de nombreux entrepôts et employait plusieurs centaines d'ouvriers sur ses chantiers. Ce pouvoir économique ne tarda pas à rallier les soldats, comprenant que ses intérêts personnels resteraient garantis tant que la population ne se soulèverait pas. Bientôt, les prêtres du temple rallièrent eux aussi les autorités, achevant de bâtir ce triumvirat improbable qui imposa son pouvoir scélérat jusqu'à aujourd'hui. Grand Vallon est le dernier rassemblement civilisé avant la côte et marque, pour la plupart des Pergosiens, le point qu'il ne faut pas franchir sous peine de s'aventurer sur le territoire des Gronquis et de mettre sa vie en péril. La cité dispose d'une immense forge où tinte le bruit métallique des marteaux et sa musique guerrière. Dans les ruelles étroites et malfamées de la périphérie, un gredin mal intentionné peut se procurer à peu près tout ce qu'il désire au marché noir, pour peu qu'il ne soit pas trop regardant quant à la provenance des biens achetés et ne réclame pas de garantie particulière. Dans ces zones épargnées par l'autorité, la guilde des voleurs de l'abeille a mis en place un réseau criminel qui fait fi des lois et propage son système de valeurs et ses propres codes. Les marchands les plus riches évitent soigneusement ces bas quartiers où les soldats ne se rendent jamais. De fait, la cité est comme divisée en deux, et cette couronne extérieure évolue selon ses propres codes séculiers qui se transmettent de génération en génération. Lorsque les caravanes marchandes extérieures à la ville doivent traverser les bas quartiers, elles sont escortées pour éviter le pillage. Malgré ces précautions, il arrive souvent que certains chariots tombent aux mains des voleurs, pour le plus grand malheur de leurs cochers, qui finissent la plupart du temps éventrés, les viscères étalés sur le pavé. Les voleurs de l'abeille de Grand Vallon sont célèbres sur l'ensemble des terres pergosiennes, et il n'est pas rare que des âmes aventureuses parcourent des dizaines de kilomètres pour venir offrir leurs services à la guilde prestigieuse.